Je suis très honoré par cette invitation vraiment grand plaisir d'être avec vous. Et puis aussi parce que le thème du séminaire de cette année me plaît au plus haut point. Donc je vais vous faire une présentation en 4 temps. La première partie sera vraiment sur les liens entre les connaissances et les pratiques dans les classes. Et puis après, je présenterai un exemple de travaux qui sont conduits dans ce domaine de l'ingénierie pédagogique ou instructional design. Ensuite, dans un troisième temps, je présenterai des résultats qui ont été obtenus au sein de cette théorie depuis 35 ans à peu près. Et enfin, je présenterai une brève discussion. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet article de 2006 signé par Paul Kirchner, John Sweller et Richard Clarke qui essaye de faire a ouvert une polémique violente, assez gratuite d'ailleurs, sur l'échec de différentes façon d'enseigner dans lequel il rentre constructivisme, apprentissage par découverte, apprentissage par problème, etc. Et la polémique suscitée par la publication de cet article a donné lieu à un bouquin quelques années après qui essaye de façon peut-être un peu plus apaisée de faire le point sur cette question. Ce que je trouve intéressant dans cet article, c'est juste le rappel d'une distinction entre le constructivisme épistémologique, le constructivisme psychologique et le constructivisme pédagogique, et avec l'argument qui est de dire c'est pas parce qu'on établit quelque chose à un niveau que c'est automatiquement valide à un autre niveau, et les phénomènes qu'on décrit sont potentiellement autonomes, ou en tout cas si on veut établir des liens entre deux niveaux, il faut les établir de façon très sérieuse, ce que la plupart des personnes qui se réclament du constructivisme en pédagogie ne font pas. C'est en tout cas le reproche qui est fait par ces auteurs, me semble-t-il, de façon assez juste. Et effectivement, je me rappelle d'une discussion avec John Sweller à propos de ça, en disant mais alors Piaget, etc. Il m'a dit cette phrase que j'ai beaucoup aimée. Il a dit Piaget, dans 200 ans, on parlera encore de lui. La plupart des cognitivistes, le jour de la retraite, on les aura déjà oubliés. Donc je me dis tiens, pour un cognitiviste dire ça, mais je pense que c'est effectivement de dire voilà, ça dépend de quoi on parle. Mon problème, je peux le présenter comme ça. Il me semble que les humains sont capables de différentes choses, entre autres de produire des connaissances scientifiques, et la connaissance de connaissances scientifiques a un certain nombre de finalités, un certain nombre de contraintes qui sont spécifiques à la production de connaissances scientifiques. Et par ailleurs, les humains sont capables de concevoir des solutions, notamment de concevoir des solutions à des problèmes mal définis. L'idée, c'est qu'une connaissance, c'est quelque chose qui est relativement indépendant de la situation qui a permis de générer la connaissance, et elle s'apprécie par sa validité, tandis qu'un problème, lui, c'est quelque chose qui est ici, maintenant. Il faut trouver une solution, on a un but à atteindre, et parmi les problèmes, il existe donc des problèmes mal définis ou problèmes de conception. Et ce qu'on fait quand on génère une connaissance, ou ce qu'on fait quand on conçoit une solution, obéit à des contraintes qui sont tellement différentes qu'il n'y a aucune raison que ce qui permet de générer des connaissances et ce qui permet de générer des solutions soient compatibles. Et ceci est complètement différent d'une autre activité qui est l'activité de mise en œuvre de solutions ou de mise en œuvre de procédures. Par exemple, je connais bien le domaine de l'aéronautique.
il y a des activités où on conçoit des avions, où on conçoit des cockpits, où on pilote des avions, qui sont des activités avec des buts mal définis. Et puis il y a des activités à but très très bien défini, par exemple en maintenance aéronautique, où il y a quelque chose à faire, une tâche à faire. Cette tâche est très bien définie, il y a des procédures, ces procédures sont rédigées et ce qu'on attend de l'opérateur, c'est qu'il mette en œuvre la solution précisément avec des étapes. Et d'ailleurs, dans le domaine de l'aéronautique, vous devez signer une fiche de procédure en disant telle tâche, je l'ai mise en œuvre en suivant les étapes qui sont indiquées dans la procédure écrite et ça a une valeur légale. Ce document. Donc je crois important quand on s'intéresse à la pédagogie d'examiner cette différence entre les problèmes mal définis, donc problèmes de conception selon Herbert Simon, et les problèmes bien définis dans lesquels on peut mettre en œuvre une solution ou une procédure. Et donc l'idée des travaux dans le domaine de l'instructional design, c'est de dire que parmi les activités des enseignants, il y a ce qu'on fait avant d'enseigner, au moment où on prépare son enseignement, et qu'on peut assimiler le plus souvent cette activité de préparation à une activité de conception. En effet, il y a une commande, il y a une différence entre la commande et les objectifs qui sont élaborés par l'enseignant. Ce travail se fait en fonction de moyens et en fonction de contraintes. Pour réaliser cette activité de conception, on utilise des connaissances et des méthodes. Et ça permet de construire une solution optimale. Je crois que cette partie de l'activité de l'enseignant répond bien à ce qu'on appelle les activités de conception en général. Il y a bien une commande, l'élaboration d'un objectif qui n'est pas immédiat. Le travail d'élaboration de l'objectif fait partie de la conception. Il y a des moyens, il y a des contraintes. On utilise des connaissances et des méthodes et on construit une solution qui est optimale. Donc l'idée, c'est que je vais vous présenter un exemple, l'exemple de la théorie de la charge cognitive, qui a décidé de se focaliser sur la prise en compte des connaissances des élèves, sur l'élaboration de progression, l'élaboration de tâches et l'élaboration de supports. Donc dans l'activité de conception, il y a beaucoup d'autres choses, mais la théorie de la charge cognitive s'est focalisée sur ces aspects-là de la conception et a donc essayé de générer des connaissances qui peuvent être utilisées lorsqu'on réalise cette activité de conception sur ces sous-parties de l'activité de conception. Donc la théorie de la charge cognitive, elle a été élaborée, le premier papier, pour vous donner des repères temporels, le premier papier qui utilise le terme théorie de la charge cognitive en pédagogie, c'est 1988, un article dans Cognitive Science, et c'est un article qui suit des premiers travaux de John Sweller qui sont publiés à partir de 1982. Et depuis, des travaux dans ce domaine. C'est un cadre qui utilise comme arrière-plan une approche évolutionniste des apprentissages humains en disant que les humains sont capables d'apprendre des connaissances sans enseignement, mais ils sont aussi capables d'apprendre des connaissances avec enseignement et que ces connaissances que l'on apprend sans enseignement subissent des contraintes qui sont différentes des connaissances qu'on apprend avec enseignement. Les connaissances sans enseignement ont souvent une forte fonction adaptative, alors que celles qu'on apprend par enseignement, non. Enfin, en tout cas, pas nécessairement. On est capable de décrire et de lister les connaissances que les humains sont capables d'apprendre sans enseignement, ou aussi bien dans les sociétés sans école que dans les sociétés avec école. C'est ça ça veut dire. Ce qui est intéressant, c'est que les connaissances qu'on apprend
sans enseignement et qui sont de type primaire, c'est-à-dire qui équipent Homo sapiens depuis le début d'Homo sapiens, j'ai pris des exemples ici, se développent souvent en sollicitant assez peu les processus attentionnels, alors que du côté des connaissances secondaires, c'est le contraire. Les processus d'apprentissage sollicités sont aussi différents selon qu'on s'intéresse aux connaissances primaires ou aux connaissances secondaires. La motivation n'est pas sollicitée de la même manière et récemment on a ajouté le fait que le processus de généralisation de connaissances du côté des connaissances primaires semble bien fonctionner, alors que du côté des connaissances secondaires, s'il n'y a pas un enseignant qui conduit le processus de transfert et de généralisation, les connaissances peuvent rester attachées à la situation d'apprentissage initial. Autrement dit, selon cette théorie assume que les apprentissages scolaires ont un certain nombre de caractéristiques, et celle qui nous intéresse ici, c'est celle-là, que j'ai mis en rouge. Dans les apprentissages académiques, le plus souvent, on peut distinguer la tâche, ce qu'on fait faire aux élèves, et la connaissance, ce que les élèves vont apprendre en réalisant telle tâche. Je suis professeur de mathématiques. Quand je donne un problème à résoudre à mes élèves, c'est la tâche à réaliser. En résolvant ce problème-là, ils vont peut-être comprendre quelque chose, identifier une propriété, mettre en œuvre une procédure. Ça, c'est la connaissance. Et donc l'idée, c'est que dans beaucoup de situations scolaires, dans une grande majorité de situations scolaires, on peut décrire cette distinction entre la tâche, qui est le moyen, et la connaissance, qui est le but de la situation. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais c'est le cas dans l'immense majorité des cas. L'idée, c'est que du côté des apprentissages adaptatifs, je fais ce que j'apprends ce que je fais. Il y a beaucoup moins la possibilité de distinguer la tâche et la connaissance à apprendre. Cette théorie est basée sur une architecture cognitive que je ne vais pas vous présenter de façon détaillée, mais elle est décrite, c'est-à-dire que l'ensemble des contraintes sur le système cognitif qui sont assumées par cette théorie sont décrites de façon précise dans plusieurs papiers de Sweller. Donc la mémoire à long terme, le principe d'emprunt et de réorganisation, c'est-à-dire que pour les connaissances secondaires, il y a beaucoup de connaissances secondaires que nous ne découvrons pas par nous-mêmes, mais qui nous sont transmises par d'autres êtres humains, et que ces connaissances secondaires sont la plupart du temps fondées sur des connaissances primaires. Le hasard et l'analogie, en disant que quand nous sommes dans une situation inconnue, absolument inconnue, on peut utiliser des analogies, c'est-à-dire des connaissances qu'on a et qui peuvent éventuellement être candidates, ou alors c'est du hasard. Que la mémoire de travail a là-dedans un rôle absolument fondamental. Et il y a deux aspects qui sont décrits dans la théorie, si vous voulez, on y reviendra. Tout ça a permis de décrire un paradigme expérimental qui consiste à dire que si dans une situation d'apprentissage par enseignement, on peut distinguer la tâche et l'apprentissage, alors il y a une part des ressources cognitives qui sont dévolues à l'apprentissage, c'est-à-dire à la transformation de connaissances, une partie des ressources cognitives qui est dévolue à la tâche, à la réalisation de l'activité que l'enseignant a conçue pour moi, et une part des ressources cognitives qui est dévolue à traiter les informations non pertinentes, les erreurs de conception. On parlait avec Édouard juste avant, par exemple, l'enseignant qui vous a construit un diaporama avec énormément d'images rigolotes et de décorations, avec l'idée que pendant que vous regardez ces informations inutiles, vous n'êtes pas en train de traiter ni la tâche,
ni l'apprentissage. Donc l'idée c'est ça, c'est que dans toute situation, on peut décrire 3 types de sollicitation de ressources cognitives: l'apprentissage, la tâche, les informations inutiles. Et cette théorie est basée sur l'idée que si on sollicite trop les ressources cognitives avec des informations inutiles ou avec une tâche qui est trop exigeante pour les élèves, alors ils n'auront plus de ressources pour apprendre. On estime à peu près aujourd'hui à 7 à 8 000 expérimentations qui ont été conduites et publiées dans le domaine de la charge cognitive. On est à peu près à 3500, 4000 citations par an par rapport à ce travail-là. Donc c'est une théorie qui n'est pas une théorie majeure. Il y a plein d'autres théories en psychologie de l'éducation qui sont plus visibles, mais ce n'est pas une théorie mineure non plus, c'est depuis 35 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne cesse de croître, c'est pas un effet de mode, etc. Chaque année, il y a à peu près 10% de publications que l'année précédente. Et puis, finalement, une théorie qui a donné lieu à 7 ou 8 000 expérimentations publiées, on peut considérer que c'est quand même pas si mal que ça. Surtout que vous allez voir que les résultats obtenus, eux, sont modestes, ce qui veut dire que chaque effet que je vais présenter a été répliqué plusieurs dizaines de fois, dans des pays différents, avec des élèves d'âge différents et dans des disciplines scolaires différentes. On dit qu'on tient un effet quand on a fait ces 3 types de réplication. Donc le premier effet, c'est le premier obtenu. Il consiste à dire que parfois, il y a des façons de formuler un problème qui va solliciter des ressources du côté de la résolution de problèmes sans être directement en lien avec la connaissance à construire. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez travaillé avec vos élèves sur la somme des angles du triangle qui est égale à 180 degrés et que les angles opposés par le sommet sont égaux. On a une phase de l'apprentissage de type procéduralisation, ce qu'on a compris. Maintenant, on va apprendre à le faire. Donc, il ne s'agit pas de découvrir la somme des angles du triangle, des angles opposés, mais de le mettre en application, de transformer une connaissance déclarative en connaissance procédurale. Et typiquement, on utilise ce type de situation qui est un exercice d'application où on va essayer de mettre en œuvre ce que l'on a compris ou que l'on est censé avoir compris. Si vous analysez cette tâche, vous voyez que l'élève, on lui demande de calculer la valeur de cet angle et que la valeur de cet angle, il ne peut pas la calculer directement. Il va falloir qu'il utilise les angles opposés par le sommet pour dire elle est égale à cette valeur-là, et cette valeur-là, je peux l'obtenir en faisant la somme des angles du triangle. D'accord ? Donc il y a un raisonnement à 2 étapes à faire pour mettre en œuvre ces 2 connaissances. Ce qui a été testé, c'est une consigne de ce type-là. Dans la figure ci-contre, calculez autant d'angles que vous pourrez. Vous voyez que dans cette consigne, l'élève il voit qu'il n'a que 2 informations, la valeur de ces 2 angles, et donc ce qu'il peut calculer, c'est cet angle-là. Ensuite, il peut calculer cet angle-là. La façon de rédiger la consigne, en centrant sur un but à atteindre, et donc le raisonnement qui permet d'atteindre ce but, ou au contraire, en ayant une situation dans laquelle on a juste à mettre en œuvre les connaissances qu'on a avec les informations dont on dispose. L'idée très très simple, c'est que cette situation-là est moins exigeante cognitivement que la précédente. Pourtant, l'apprentissage en jeu est le même. Il s'agit de mettre en œuvre la somme des angles du triangle et de mettre en œuvre les angles opposés par le sommet. D'accord ? Après, empiriquement, comment ça s'obtient ? Les élèves sont distribués de façon aléatoire dans cette condition
ou dans cette condition, il réalise généralement une série de 5 exercices, et puis il y a un post-test qui est le 6e exercice, et le post-test est toujours un exercice de ce type-là, et on montre que les élèves, dans la condition, qui sont dans cette condition, réussissent plus fréquemment ce type de problème que les élèves qui ont eu ce type de problème pendant la phase d'apprentissage. Mais, et c'est important, plusieurs échecs à répliquer ce résultat expérimental ont été expliqués au bout de quelques années en prenant en compte les connaissances antérieures des élèves. On s'est rendu compte que cet effet était obtenu auprès des élèves les plus fragiles, les plus faibles, que les élèves qui étaient très bons en maths, il n'y avait absolument pas de différence entre cet énoncé et cet énoncé, voire même que les élèves bons en mathématiques, performants, réussissaient mieux dans cette condition. Autrement dit, c'est ça que je voulais vous montrer. Le type de connaissance que produit cette théorie, c'est pas il faut faire des problèmes à but spécifié ou il faut faire des problèmes à but non spécifié, mais ça dépend d'un certain nombre de caractéristiques de la situation et par exemple où on en est dans l'apprentissage. Un deuxième effet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a énervé tout un tas de gens, et il a fallu, là on en est à plus de 300 réplications de cet effet-là, tellement il est énervant, c'est l'effet du problème résolu. L'idée est de dire que au lieu de donner ce problème à résoudre, je peux donner cette solution à étudier. Donc les élèves, avant d'être en situation de mettre en œuvre la connaissance pour trouver la solution, ils étudient un problème résolu. Et là, pareil, on prend des élèves dans la condition problème résolu, des élèves dans la condition problème à résoudre. Au bout de 5 problèmes, c'est un problème de ce type-là qui est posé, et on montre que la plupart du temps, et vous voyez venir, notamment quand les connaissances des élèves sont peu avancées dans le domaine, ce sont les élèves qui sont dans la condition problème résolu qui obtiennent de meilleures performances au post-test. En revanche, pour les élèves qui ont beaucoup de connaissances dans le domaine, la condition problème à résoudre peut donner de meilleurs résultats. Une autre solution qui donne de bons résultats, c'est alterner les problèmes résolus avec les problèmes à résoudre, ou donner des problèmes avec solution partielle, par exemple avec une bonne partie de la solution en début d'apprentissage, en début de séquence, et une faible partie. C'est absolument pas une découverte. Si vous vous intéressez aux travaux en archéologie, des problèmes résolus, on en trouvait déjà il y a 4000 ans. Donc ça, c'est un manuel de mathématiques, en tout cas ce qu'on interprète comme un manuel de mathématiques aujourd'hui, dans lequel il y a bien un énoncé mathématique qui est proposé. J'ai essayé de le faire, c'est vraiment c'est du niveau terminal S, et la solution est expliquée. Donc l'idée, loin de nous l'idée qu'on n'ait découvert ni de près ni de loin les problèmes résolus. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les 2 ou 3 premiers papiers de Sweller, il a eu énormément de mal à les faire passer. C'était tellement choquant dans le contexte du milieu des années 80 de dire qu'un élève pouvait apprendre en court-circuitant l'activité de résolution de problèmes, au moins temporairement, et qu'on pouvait apprendre en étudiant des problèmes résolus. Ça a été vraiment, vraiment compliqué. Puis ça a été obtenu en maths, donc en sciences physiques, on dit oui, non mais ça c'est gentil, mais en maths, mais en physique ça ne marchera jamais, donc il a fallu le répliquer, après en sciences de la vie, et après dans d'autres disciplines. Et je voulais vous donner un exemple sur lequel, franchement, on s'est bien amusé, puisque là on s'éloigne de plus en plus des maths, donc c'est quand on est dans les disciplines littéraires ou des disciplines linguistiques, les résultats que vous avez obtenus sur des questions d'enseignement de maths ou de physique, bien entendu, sont réputés non valides. Donc on s'est amusé
Prenez-le comme ça, hein, on s'est d'abord amusé, mais on s'est vraiment marré. Donc, vous savez, en langue vivante, il y a ce courant-là qu'on appelle EMI, English as a Medium of Instruction, ou CLIL, donc dans l'idée que vous pouvez enseigner un contenu dans une langue étrangère et vos élèves progresseront sur le contenu et dans la langue étrangère. Et en France, c'est très à la mode, dans toute l'Europe, c'est très à la mode, un peu partout dans le monde, c'est très à la mode. Et j'ai même trouvé à Toulouse un master en business school, enfin en commerce, et dans lequel le master en anglais coûte 10 000 € de plus que le master en français. C'est le même enseignement, mais il est en anglais, donc il vaut 10 000 balles de plus parce qu'il forme. Donc vous voyez cette idée. Et le truc qui est génial, c'est que quand on regarde les études dans le domaine, est-ce que ça marche? Eh bien oui, ça marche. Tous les résultats sont favorables à cette idée d'enseigner un contenu dans une autre langue, mais il y a un petit biais de sélection qui fait que généralement, c'est beaucoup plus sélectif de rentrer dans ce type de filière, ce qu'on appelle les classes européennes en France. Et donc, il y a de la littérature partout sur ces classes-là qui donnent des résultats positifs avec un énorme biais de recrutement. Donc nous, on s'est dit comment faire pour tester expérimentalement ce truc-là. Donc, on est ici à Bordeaux, à la faculté de droit, avec des étudiants qui ont choisi allemand comme langue, et donc ils ont des cours de droit en allemand. Ici, on leur a donné un texte sur la Cour européenne de justice à étudier. On a notre groupe contrôle en français, et puis voilà, certains sont dans la condition qu'ils ont d'habitude, le texte leur est donné en allemand, et on a proposé une condition problème résolu. Vous voyez, ils ont le texte en allemand, mais on leur donne la traduction du texte en français et ligne à ligne. Hein. Donc c'est intégré et toutes les notions clés sont soulignées et mises en relation. Hein. Donc on dit tel truc, ça correspond à tel truc. On préteste le niveau en langue, le niveau en droit, on fait un post-test en langue, un post-test sur le contenu et même un truc de transfert avec l'utilisation de certains mots du texte dans d'autres contextes linguistiques. Donc sur le transfert, on n'obtient pas de résultats significatifs, mais sur le post-test en langue, vous voyez que c'est la condition de référence qui donne les moins bons résultats. Et sur le post-test de contenu, c'est la situation de référence qui donne les moins bons résultats. Et les deux différences sont significatives dans la condition problème résolu. On a répliqué ça en anglais, donc c'est le même texte de droit, c'est toujours des étudiants en droit dans la même université, etc. Mais ça, c'est ceux qui ont choisi anglais, et on obtient le même pattern de résultats, mais cette fois-ci uniquement sur le post-test en contenu. On réplique la manip cette fois-ci en changeant le sujet, donc cette fois-ci c'est des étudiants en IUT informatique. On leur donne un texte sur les langages machines. Chaque fois, c'est des sujets bien raides. Hein, sur la Cour européenne de justice et langage machine. Ce n'est pas des sujets faciles, c'est des sujets vraiment exigeants, voire ardus. Le même protocole expérimental et on obtient toujours ce même pattern de résultats. Avec l'idée qu'en donnant un problème résolu, on améliore les performances. Juste pour le fun, donc ça, le papier est passé dans Learning Instruction assez facilement. On a répliqué la manip à l'oral. Donc exactement le même protocole, sauf que cette fois-ci c'était de l'oral. On a changé le contenu, on a changé la langue, enfin on a tout fait pareil. Et là on en est au 7e rejet de l'article. Et ce qui est super, c'est les motifs des rejets, avec des revues qui rejettent ça en disant mais tout le monde sait bien ça depuis longtemps. Et d'autres rejets, c'est personne ne fera jamais ça dans une classe. Vous voyez, donc voilà, des fois, on voudrait faire des compiles de motifs de rejet de votre article. L'effet d'attention partagée a été obtenu
dans ce domaine-là, et juste pour l'anecdote, il a été obtenu aussi dans un autre domaine dans lequel je travaille, qui est l'ergonomie des cockpits d'avion. C'est marrant parce que c'est Christopher Wickens cette fois-ci qui l'a découvert. Et les deux auteurs, Wickens et Sweller, ont découvert quasiment en même temps cet effet-là de psychologie appliquée. Si vous prenez le problème résolu que j'ai donné tout à l'heure et que vous étudiez l'activité de l'élève, il faut lire l'énoncé, il faut repérer que l'angle DBE, c'est celui-là. Ensuite, il faut retourner et commencer à lire la solution, voir que l'angle dont on parle ici, en fait, c'est celui-là, etc. Donc, l'activité de lecture, c'est une activité qui va de la partie gauche du document à la partie droite du document. Il y a un certain nombre d'allers-retours à faire pour comprendre ce document. Et il faut les faire sans se tromper. C'est-à-dire, si votre œil part de là et va là, il y a des chances que vous ne compreniez pas la solution. Et donc ça, c'est une charge qui n'est pas liée à la tâche, mais à la présentation du document. Donc ça, c'est une présentation intégrée qu'ils ont testée. Et là, vous voyez, l'élève lit l'énoncé du problème et ensuite, il peut se déplacer vers la figure. L'explication de la solution est intégrée dans la figure. Il n'a plus à faire cet aller-retour entre une partie du document et l'autre partie du document. Cet effet-là aussi a été beaucoup testé et a donné des résultats qui étaient assez solides. Là encore, chez les élèves avec peu de connaissances, et on obtient un magnifique renversement de l'effet avec les élèves qui ont beaucoup de connaissances, qui au contraire sont complètement perturbés par ce type de présentation et qui ont l'habitude et qui gèrent très très bien les présentations séparées. L'effet d'interactivité entre les éléments, c'est un effet qui a été peu répliqué. Nous, dans une thèse, on a essayé de le répliquer, on n'y est pas parvenu. Il y a, comparativement aux autres, assez peu de publications. On soupçonne qu'une des difficultés dans la réplication de cet effet soit peut-être liée au fait que quand vous... donc on est typiquement dans des disciplines technologiques. L'objectif, c'est de comprendre un système complexe, donc avec des parties et des interactions entre les parties, et on met en concurrence une approche qui présente d'abord les parties du système, puis les liens entre les parties, et enfin le système dans sa totalité, par rapport à une autre approche qui présente le système dans sa totalité, et puis le décompose par une série de zooms et d'isolement progressif. Et donc, eux l'ont obtenu, cet effet. Nous, on ne l'a pas obtenu. Je sais que plusieurs tentatives de répliquer cet effet, voilà, parfois ont marché, parfois on peut marcher. Peut-être qu'il y a des processus liés tout simplement au sens de l'apprentissage et au fait que si on me dit que l'objectif, c'est d'apprendre un système complexe, mais ce qu'on me présente, c'est un élément complètement isolé et non codé, j'ai peut-être... donc, il y a peut-être des processus... qu'on n'a pas l'habitude de prendre en compte dans ces travaux-là, qui ont un effet, mais en tout cas, on ne peut pas considérer cet effet comme ayant la même solidité que les trois que j'ai présentés. L'effet de variété des exemples, qui est un effet assez simple, encore une fois, encore fallait-il le montrer. L'effet de disparition progressive du guidage, qui est peut-être en réalité un bon résumé des effets que j'ai présentés. Et ce papier-là est un bon, dans Educational Psychologist, est un bon papier de synthèse. Après, généralement dans les présentations synthétiques de la théorie de la charge cognitive, il présente aussi l'effet d'auto-explication qui a été donc obtenu par Micheline Chi et absolument pas par les gens de la théorie de la charge cognitive, mais qui a été répliqué par Alexander Henkel, qui a essayé de proposer une explication de cet effet au sein de la théorie de la charge cognitive. Cet effet qui est assez intéressant et
Mireille Bétrancourt a pas mal travaillé sur ces histoires-là. L'idée que parfois, par exemple en sciences, quand on doit comprendre un phénomène dynamique et complexe, la présentation d'emblée du phénomène dynamique et complexe peut être difficile à appréhender par quelqu'un qui a peu de connaissances dans le domaine, et que parfois des successions d'images statiques, ou encore mieux une présentation continue avec des pauses, et des pauses au bon moment, hein, c'est des pauses décidées par le concepteur de l'animation, donnent de meilleurs résultats. Ou alors les travaux de Jean-Michel Bouchex, etc., qui ont eux travaillé sur le guidage de la prise d'informations visuelles dans ces animations. Nous, dans une thèse qui a été publiée dans la revue de l'ANAIL, on a fait écouter à des élèves donc de 10-11 ans, des histoires, des élèves dyslexiques ou des élèves ordinaires, alors que dans d'autres conditions, ils devaient lire la même histoire en disant ils sont dyslexiques, le coût de la lecture est élevé et va consommer en quelque sorte des ressources qui pourraient être utilisées pour la compréhension, alors que écouter une histoire, ça court-circuite le coût de la lecture et ça laisse plus de ressources pour la compréhension. Sauf que un document sonore, c'est de l'information transitoire. Si vous n'avez pas compris un mot, c'est trop tard, vous ne pouvez pas revenir dessus, alors que la lecture, on peut revenir sur le mot qu'on n'a pas compris, on peut relire une phrase qui est difficile, et donc quand on compare les élèves dyslexiques et les élèves ordinaires dans la condition lecture, on voit que les élèves dyslexiques prennent à peu près 3 fois plus de temps pour lire le même texte, etc., mais arrivent à des niveaux de performance qui peuvent être assez bons en compréhension, comparables pour certains d'entre eux à des élèves ordinaires, parce qu'ils compensent la difficulté par une prise d'information avec plus de temps, plus de retour en arrière, ce qui est impossible avec un document sonore. Juste pour aller au bout de cette histoire, on a là aussi, les gens qui travaillent dans le domaine des animations ont le même, c'est que si dans une expérience on a proposé aux élèves de dire voilà le lecteur MP3, vous faites des pauses, n'hésitez pas à vous arrêter, à revenir en arrière, les élèves ordinaires prennent le document, font des pauses et reviennent en arrière, et sur tous les élèves dyslexiques qui ont passé notre expérimentation, un seul a fait une pause. C'est très difficile de traiter une information entrante pour la comprendre tout en prenant des décisions d'arrêt, des décisions de retour. On a exactement le même pattern de résultat que sur les animations vidéo, et on avait obtenu exactement le même résultat sur de la compréhension en langue étrangère, où ce sont les élèves qui ont les plus solides connaissances qui font des pauses, qui font des retours en arrière aux endroits pertinents, et les élèves qui ont peu de connaissances en langue étrangère sont démunis devant des documents sonores. Ils ne savent pas où faire pause, où s'arrêter. Parfois, certains, dans la condition avec lecteur MP3, font absolument aucune pause et sont en difficulté de compréhension. D'autres font une pause sur chaque mot, et c'est très très difficile de comprendre un document sonore dans ces conditions. Par contre, quand on impose les pauses, on a fait dans une dernière expérimentation écouter des documents sonores aux élèves dyslexiques, nous en insérant des pauses en fin de proposition, en fin de phrase, et là tout d'un coup on obtient le même niveau de performance. Donc tout ça pour dire que l'effet d'information transitoire, ce n'est pas qu'un effet obtenu sur les vidéos et sur les animations, c'est bien un effet d'information transitoire. L'effet du travail de groupe, ça c'est surtout les Néerlandais qui ont bien contribué à ce type de travaux qui montrent que le fait de se coordonner dans une tâche d'apprentissage collaboratif a un coût, et que ce coût-là, si il correspond à une situation d'apprentissage qu'un élève peut très bien gérer tout seul, alors ça peut être un surcoût. En revanche, s'il correspond à une situation d'apprentissage qu'un élève ne peut pas gérer tout seul, une situation d'apprentissage tellement exigeante qu'il n'y a qu'à plusieurs qu'on peut résoudre le problème, alors on obtient de meilleurs résultats.
Et l'effet des connaissances antérieures est aussi obtenu ici. Et si vous ne le connaissez pas, ce Jimmy Zambrano, c'est normal parce qu'il vient de soutenir sa thèse il y a 3 mois, mais il a déjà je ne sais pas combien de papiers et sa thèse est absolument magnifique. Il a vraiment contrôlé l'effet des connaissances des élèves dans le domaine de contenu, les mathématiques, sur des situations de l'apprentissage collaboratif en ayant 2 conditions. Une condition dans laquelle il y avait un apprentissage de la coopération pour résoudre ce type de problème de maths et une situation sans cet apprentissage-là, et il obtient d'assez beaux résultats. Dans un papier paru l'an dernier, donc le même Jimmy Zambrano avec ses directeurs et directrices de thèse ont publié une revue de la littérature qui montre en gros les centres de coût de l'apprentissage collaboratif et donc de ce qui peut faciliter l'apprentissage à plusieurs ou au contraire le rendre inutilement exigeant. Là aussi, bon, celui-là aussi, il est un peu banal. Voilà, je vais finir par présenter un petit peu la discussion et les travaux futurs. Il me semble important de signaler que les travaux que je viens de vous présenter sont l'objet de critiques très très importantes dans la communauté. Une première critique qu'on entend souvent est de dire mais ce que vous faites c'est chiant comme la pluie, donc les élèves sont pas motivés. Enfin c'est pas sexy quoi. Enfin, c'est pas funky, c'est pas voilà, c'est pas. Et donc voilà, en disant mais vous obtenez des résultats mais qu'avec des trucs qui sont hyper barbants. Si on prenait en compte la motivation des élèves, vous voyez que ça serait beaucoup mieux. Et dire, oui, peut-être, mais c'est pas la question qu'on essaie de résoudre. Il y a 40 ans de travaux en psychologie de l'éducation qui sont consacrés à la motivation des élèves. C'est de très très bons travaux qui sont faits. Voilà, c'est juste, on ne se pose pas cette question, on s'en pose une autre. Une critique assez importante sur l'ignorance des effets de profondeur de traitement. Vous savez, c'est l'idée que résoudre un problème par rapport à, par exemple, étudier un problème résolu, donnerait de meilleurs résultats, mais à court terme. Et à long terme, le fait d'être engagé dans une activité de résolution de problèmes, typiquement produit un effet de profondeur de traitement. Je me pose plus de questions, je fais plus d'hypothèses, je réfléchis plus, etc. Et à long terme, produirait un meilleur effet. Oui, bien sûr, il suffit de le montrer. Pour l'instant, ça n'a pas été montré. Et par ailleurs, comment dire, la plupart des résultats dont on parle ici sont des résultats qui sont obtenus quelques heures et à quelques jours après l'apprentissage. Tous les résultats que je vous ai présentés n'ont absolument aucune validité si on mesure l'apprentissage 1 mois après ou 3 mois après. On est sur des processus qui sont à plus court terme. Donc oui, bien sûr. Notamment là, on s'est fait engueuler sur l'histoire de l'apprentissage des langues en disant oui, mais l'apprentissage des langues, c'est un investissement à long terme. Enfin, peut-être, mais voilà. Nous, on mesure à relativement court terme. Bien entendu, des gens qui nous ont expliqué que Vygotsky avait déjà tout dit ça, qu'on n'a rien découvert, il suffisait de lire sérieusement Vygotsky. Une autre critique que je trouve très importante, c'est de dire l'idée de distinguer la tâche et l'apprentissage, qui est le fondement des travaux que je vous ai présentés. En fait, ce n'est pas toujours valide. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles il est compliqué. Par exemple, une des premières collègues à nous avoir fait ce reproche a pris cet exemple en langue vivante. Parfois, en langue vivante, il y a des tâches d'interaction verbale, discussion. Ça, c'est la tâche. Et pourquoi on fait ça ? Pour avoir une discussion. Et donc, il n'est pas possible, dans certaines situations, de distinguer la tâche et l'apprentissage. Et des problèmes de réfutabilité qui ont été adressés à la théorie de la charge cognitive en disant, en gros, que
la façon dont je vous l'ai présenté, hein, par exemple ça, en gros en reprochant, en disant ouais, en gros vous dites que ça marche dans certains cas et que dans d'autres cas ça marche pas, donc vous retombez toujours sur vos pattes, quoi. En gros c'est ça qui est, moi il me semble que c'est pas exactement ça qui est montré, mais bien qu'il y a des effets qui dépendent du niveau de connaissance des élèves, mais c'est une discussion assez forte qui ont lieu il y a une dizaine d'années. Je pense qu'aujourd'hui ce problème est résolu. Bon, il me semble que c'est quand même des travaux qui ont un certain intérêt, celui d'avoir un dispositif en fait d'accumulation de connaissances. On est mis dans un dispositif dans lequel il y a une théorie qui est élaborée, qui est révisée régulièrement depuis une trentaine d'années, et une théorie qui permet d'accumuler des résultats expérimentaux, puisqu'on est à peu près à 7 ou 8 000 expériences publiées. Je crois qu'avoir un dispositif dans lequel on a une théorie et une possibilité d'accumuler des résultats, c'est quand même pas négligeable. Et surtout, pour ce qui correspond à l'introduction, ce sont des connaissances d'ingénierie, hein. C'est-à-dire c'est des connaissances qui sont juste à disposition pour aider des personnes à prendre des décisions quand elles conçoivent. Et donc qui vont avoir tel côté ou tel autre, selon que les élèves sont avancés ou pas avancés, selon qu'on a beaucoup de temps pour enseigner ça ou pas beaucoup de temps pour enseigner ça, selon qu'on a des élèves qui sont tous au même niveau dans la classe ou des élèves qui sont très hétérogènes, etc. Donc l'idée, c'est bien que c'est des connaissances de type conditionnel. Si telle et telle condition est remplie, alors ça devrait mieux marcher, tandis que dans telle autre condition, au pluriel, alors une autre solution devrait marcher. Et je crois que c'est, enfin en tout cas, c'est la proposition que je vous fais, que produire des connaissances pour l'ingénierie, c'est-à-dire pour la résolution de problèmes mal définis, est peut-être plus porteur que de vouloir produire des connaissances de type solution, des connaissances de type procédure à mettre en œuvre en toute situation. Voilà, et pour finir, un petit moment de nombrilisme. Voilà, on travaille là-dedans. J'imagine que c'est pas intéressant pour vous, mais je vous le dis quand même. On a des travaux, je trouve, extrêmement intéressants sur le rôle des mouvements, mais pas dans l'apprentissage de gestes, le rôle des mouvements et des déplacements dans des apprentissages symboliques, notamment des apprentissages précoces. Et on a commencé à avoir une petite interaction avec Florence Barra, qui elle est spécialiste de ces questions, et on se rend compte que les travaux qu'elle fait et les travaux que nous faisons sont tout à fait compatibles. Des travaux dans le domaine des apprentissages autorégulés, pour vous dire la vérité, ça fait à peu près 10 ans qu'on est là-dessus. On continue de dire c'est le futur parce qu'on n'y arrive pas bien pour l'instant. Des travaux qui étudient des dimensions émotionnelles, par exemple, en gros, l'idée que dans la charge extrinsèque, il n'y a pas uniquement des informations qui viennent de l'extérieur, des erreurs de conception qui viendraient de l'enseignant, mais des informations qui viennent de l'individu et qui peuvent augmenter les ressources dévolues à l'apprentissage ou au contraire produire un effet d'interférent. Et enfin, le dernier truc là, qui nous excite comme des lapins là, depuis 2 ou 3 ans, l'idée qu'on pourrait considérer le temps ou le partage temporel des ressources comme comme une ressource pour apprendre, et que notre vision de la charge cognitive dans des modèles de mémoire de travail avec une espèce de ressource énergétique dont on ne sait pas, ou un modèle à la Baddeley là, avec des composants, ou même un modèle à la Erickson et Kinch dans lequel on montre le rôle des connaissances antérieures, ne considère pas le temps. Et l'idée, c'est que le temps pourrait être une ressource et qu'il y a des tâches d'apprentissage qui épuisent les ressources des individus. Et au bout d'un moment,
vous n'apprenez plus rien parce que vous êtes complètement épuisé par tous les efforts qu'on vous a demandé de faire, et on a commencé juste à faire des choses très très simples, répliquer le paradigme massé-distribué, mais en faisant des mesures d'empan immédiatement après un apprentissage massé ou immédiatement après un apprentissage distribué, et on commence à avoir des résultats qui montreraient, avec plein de conditionnels, que effectivement certaines tâches d'apprentissage tout simplement consomment des ressources, notamment si on les fait durer trop longtemps ou si elles sollicitent trop ce processus de traitement-rafraîchissement. Merci. Donc moi c'est Catherine, je suis en master formation des adultes à l'UNIGE. La question c'est est-ce que ça peut être transmissible tout ce que vous venez de dire à la formation des adultes? On l'a fait un petit peu. C'est vrai que pour l'essentiel, les travaux dans le domaine de la théorie de la charge cognitive sont conduits pour des apprentissages de type scolaire ou académique avec des étudiants. Il y a quelques travaux, par exemple la première obtention de Expertise Reversal Effect qui a crevé les yeux, c'était fait avec en formation professionnelle avec des électriciens, et où on comparait des électriciens en début de formation avec des électriciens en fin de formation, et on montre qu'en début de formation, le fait d'intégrer la légende dans le schéma électrique améliorait les performances. Donc c'est l'effet d'intégration de l'information, mais que en fin de formation ou chez des électriciens aguerris, le fait d'intégrer les informations dans le schéma du circuit électrique et détériorer les performances, et que la présentation traditionnelle avec le schéma électrique d'un côté et la légende de l'autre était beaucoup plus facile à traiter pour des électriciens en fin de formation ou aguerris, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de la légende. Le schéma électrique suffit pour comprendre. Et donc nous, on leur pourrit la vie en leur mettant, vous voyez, en intégrant. Donc peu, mais oui, quelques travaux là-dedans, et nous on est en train on est en train d'utiliser la théorie de la charge cognitive même en dehors de situations de formation. Bonjour, je m'appelle Maude, je suis aussi étudiante en formation des adultes et formatrice pour adultes, donc ça s'éloigne un peu, mais j'ai une question parce que à un moment vous parliez donc des élèves dyslexiques et puis des différences de niveau de connaissances par rapport aux élèves. Du coup, par rapport aux recherches que vous faites, ce que vous préconiseriez, ce serait d'avoir des activités qui seraient différentes et distinctes au milieu des classes. Enfin, moi je viens de France aussi, j'ai le souvenir de ma scolarité où on était 30. Et pour avoir enseigné à des ados aussi, je sais que c'est toujours un peu complexe. Comment, du coup, il faudrait les évaluer individuellement pour pouvoir faire des activités qui seraient distinctes ou... Alors, j'ai absolument pas les moyens d'affirmer ça. Nous, ce qu'on peut dire, voilà, c'est qu'on a testé dans des conditions contrôlées que telle présentation donnait de meilleurs résultats avec des élèves qui avaient déjà de solides connaissances, et on obtenait un résultat inverse avec des élèves en début d'apprentissage. Mais la littérature que je connais un tout petit peu sur les effets, notamment les effets secondaires obtenus dans des pratiques de différenciation pédagogique, fait que je peux absolument pas dire. Il y a des processus sociaux qui sont mobilisés, qui sont absolument pas l'objet d'études, donc je le sais pas. Vraiment, je le sais pas. Après, bon, quand le CNESCO a organisé la conférence de consensus sur la différenciation, je suis allé présenter ces résultats, mais avec cette prudence, qui est de dire, voilà, après il y a d'autres processus qui sont notamment sociaux, notamment de comparaison sociale, qui sont, donc je peux absolument pas me permettre de dire ça marcherait, j'en ai aucune idée. Ça n'est pas en rapport avec ta présentation, donc, mais quand même avec la charge cognitive. Donc, notamment, il y a le discours comme quoi il faut exposer des apprenants à des charges cognitives pour apprendre certains soft skills. Et moi, une question, c'est est-ce que tu es au courant de recherches qui essaient
en fait, d'enseigner des stratégies cognitives, comment gérer la charge cognitive. Hein. C'est en dehors de l'exposé, mais moi, ça m'intéresse personnellement. Oui. Il y a des travaux là-dessus, notamment là, l'équipe de Wollongong au sud de Sydney travaille là-dessus. Et donc, c'est un peu le courant là, que j'ai appelé des apprentissages autorégulés, hein, donc avec l'idée qu'on pourrait apprendre. Alors, c'est une littérature qui, pour l'instant, est pas ultra convaincante, pour des raisons qui sont assez complexes, mais peut-être parce que c'est des... En fait, mon hypothèse, c'est que tu rajoutes toujours une couche d'exigence par-dessus, qui est la prise de décision. Tu vois, c'est-à-dire que l'apprenant doit décider qu'il vaut mieux faire de la manière A ou mieux faire de la manière B. Et notre idée, c'est juste que l'activité même de prise de décision est coûteuse et que tu dois l'apprendre pendant que tu es en train de faire ton activité, par exemple de résolution de problèmes. Je donne un exemple qui n'est pas celui que tu dis, hein, d'accord ? Nous, au laboratoire à Toulouse, on a travaillé pendant, j'ose pas, j'ai honte, mais quasiment 15 ans sur la demande d'aide en résolution de problèmes. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On a toujours ce paradoxe qui est que ce sont les élèves qui ont le plus besoin d'aide, qui ont les plus grandes difficultés à prendre la décision de demander de l'aide de façon pertinente. Et alors on a tout essayé, les prompts, les machins, les trucs, etc. On a dirigé je ne sais pas combien de thèses sur ce sujet-là, mais tu as toujours ce paradoxe qui est que si tu demandes à l'apprenant de prendre la décision, c'est-à-dire prendre conscience que je suis en difficulté, décider que cette difficulté, elle correspond à une demande d'aide, etc. Et en plus, on reproduit toujours cet effet, malgré les environnements informatiques tout plus sophistiqués les uns les autres qu'on a conçus, on tombe toujours sur cette difficulté qui est que finalement, les élèves qui sont bons en maths, eux, bizarrement, ils demandent de l'aide au bon moment. Tu vois. Donc voilà, il y a l'idée que le coût de la prise de décision serait bien un surcoût. Alors, ce n'est pas ta question, mais c'est pour illustrer le fait que je suis de plus en plus persuadé que le coût de la prise de décision, il faut qu'on le rentre là-dedans. Une autre question ? Oui, j'avais posé une question, mais juste pour intervenir là-dessus. On a les mêmes résultats, par exemple, en maths, quand on demande à des élèves de vérifier leur solution. Par exemple, s'ils résolvent une équation, on a un mal fou à faire en sorte que les élèves vérifient les solutions. On se rend compte que pour un élève qui est en difficulté et qui n'aura pas la bonne solution, vérifier que c'est la bonne solution, c'est aussi coûteux que de trouver la solution. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Ouais. Moi, je voulais juste poser des questions peut-être un petit peu techniques, parce que c'est mon côté matheux qui va. Mais par exemple, sur l'exemple du triangle, là, oui. Quand tu dis c'est la même chose qu'on demande quand on demande le troisième angle, quand on demande l'angle opposé au sommet, tu as dit pourtant c'est la même chose qu'on demande. Et la deuxième tâche est moins bien réussie. C'est pas la même chose, parce que dans un cas, c'est une application directe d'un théorème, dans l'autre cas, enfin bon, ça c'est des trucs qu'on voit bien en didactique. Mais l'autre truc aussi, c'est quand on utilise la technique de leur donner une solution, puis après on leur refait un exercice, jusqu'à quel niveau on considère que c'est le même exercice? Enfin, je veux dire, il y a deux questions derrière la mienne. C'est, est-ce que en prenant un exercice qui apparemment est complètement semblable, on n'est pas... Enfin, tu vois, par exemple, on peut passer avec des angles obtus ou des choses comme ça, c'est plus du tout le même niveau de difficulté, ça on le sait bien. Donc est-ce que vous avez un minimum d'analyse, alors moi j'appellerais ça en termes de variables didactiques, pour être sûr quand même que c'est les mêmes tâches. Et puis, derrière, il y a une autre question, c'est là où, par exemple, la connaissance qui est visée, pas simplement l'application directe du théorème sur la somme des angles des triangles, mais ce qu'on appelle des fois une connaissance mobilisable, c'est-à-dire pas simplement une connaissance qu'on applique sur un schéma déjà bien travaillé, mais la possibilité d'aller chercher dans sa boîte à outils le bon théorème au moment où on en a besoin et où il est moins téléphoné par rapport à la tâche qui est proposée. Et à ce moment-là, d'essayer de voir, est-ce que vous avez essayé de regarder
sur des exercices qui ne seraient pas tout à fait semblables. Parce que là, le problème, c'est qu'on est, sur le dressage, quasiment. Je comprends ce que tu dis. On fait faire une tâche, et 2 minutes, enfin, je ne sais pas combien de temps après, mais tu as dû l'air de dire que c'était au maximum quelques heures. On fait faire exactement le même. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, je réponds. Je commence par la dernière, parce qu'elle est encore active là. Alors, dans un protocole typique, il y a en post-test 2 tâches. Une tâche analogue à celle utilisée pendant la phase d'apprentissage et une tâche dite de transfert. Hein. Donc, ça va jusqu'à dire, par exemple, ici, on n'a que des multiples de 10. Il y a très peu de tâches, il y a très peu de variabilité sur une tâche analogue où on prend que des angles aigus, que des multiples de 10. C'est pour te dire qu'il y a toujours une tâche de transfert. Une somme qui se fait de mémoire, enfin 60 plus 40, ça doit tout de suite que c'est 100. 180 moins 100, c'est très simple comme opération. À mon avis, il y a très peu de tâches analogues à celle-là. Je réponds autrement. Ça, c'est l'effet que j'ai présenté tout à l'heure, qu'on appelle l'effet de variété des exemples. L'idée est ça, c'est que si... mais tu as bien entendu, hein, je te dis, il y a toujours dans le post-test un post-test qui est proche des exercices utilisés pendant la phase d'apprentissage, et il y a toujours un post-test de transfert dans lequel vraiment tu changes. Okay, donc il y a toujours les 2. Et effectivement, l'idée est de dire que quand l'effet n'est pas obtenu sur la tâche de transfert, alors on se pose des questions, ça limite beaucoup la portée des résultats. Après, il y a l'effet de variété des exemples, et qui est vraiment ta question et qui a beaucoup occupé, c'est de dire, voilà, si tu prends une série de 5 exercices et que ces 5 exercices sont en fait chacun la réplication du précédent en changeant par exemple juste des valeurs de variables. L'effet obtenu est faible. Si en revanche tu fais chacun des 5 exercices de ta série fait varier plusieurs choses à la fois, de sorte que il est difficile de voir le lien entre le premier exercice et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, etc. Ça donne de mauvais résultats, sauf avec les élèves qui ont déjà de solides connaissances. Et donc l'effet de variété des exemples, c'est ça, c'est de dire, dans la série de 5, pour les élèves qui ont peu de connaissances, l'idée est de dire, de commencer par introduire très peu de variations entre le problème 1 et le problème 2, entre le problème 2 et le problème 3, et commencer à rentrer un peu plus de variations à partir du problème 4 ou du problème 5. Et ça, c'est la publi là, que je... Ça va à l'encontre d'autres recherches qui montrent que la tendance générale dans les classes, on va dire en REP, en ZEP, ou je ne sais plus comment on dit, en France ça change tout le temps, mais si on dira en REP, mais consiste pour les enseignants à proposer des micro-tâches beaucoup plus simples qu'un peu l'idée qu'on a là, qu'on va avec une tendance très générale, et où on démobilise aussi les élèves. On revient sur la question de la motivation. Ils n'ont plus aussi de motivation à apprendre parce que ce qu'on leur propose n'est pas assez un défi par rapport à des apprentissages. Alors là, l'idée de la charge cognitive, c'est de dire que si tu veux maintenir les défis sur les connaissances, sur l'apprentissage visé, il faut baisser l'exigence de la tâche. L'idée, c'est que tout ce qu'on essaye de faire, c'est comment rendre un apprentissage possible en rendant la tâche accessible. Si tu donnes des tâches, si tu donnes un problème que tes élèves ne peuvent pas résoudre, ils vont non seulement ne pas résoudre le problème, mais ils ne vont pas apprendre. L'idée est de dire, qu'est-ce que je peux faire ? Je baisse les exigences de l'apprentissage visé, je leur dis, bon, mais finalement, on va faire que la somme des angles de triangle, les angles opposés par le sommet, on fait l'impasse dessus. Là, tu baisses l'exigence de l'apprentissage, ou tu te dis, non, je maintiens l'exigence de l'apprentissage et je baisse l'exigence de la tâche. Tu vois l'idée ? C'est justement, c'est de dire comment maintenir des exigences d'apprentissage avec des élèves qui ont peu de connaissances. Mais l'exigence de la tâche, elle peut être baissée pas simplement en baissant la difficulté de la tâche. Il y a des questions d'étayage qui peuvent venir en support. On peut proposer des tâches complexes à des élèves, même en difficulté, et après, c'est tout le dispositif didactique derrière d'aide. Alors ça, c'est des choses que tu as dit après.
Et là, il semble que par rapport à certaines recherches, encore une fois, dans les REP avec des élèves en difficulté, le truc qui consiste justement à toujours baisser le niveau d'exigence au niveau des tâches qu'on leur propose a des effets pervers en termes d'investissement, de motivation, puis le fait aussi qu'on n'est plus dans un système égalitaire, parce que ce n'est pas les mêmes tâches qui résolvent. Ouais. Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire, nous, ce qu'on essaye de trouver, c'est comment, justement, continuer à être exigeant avec les élèves qui ont peu de connaissances. Et l'idée, c'est de dire, soit tu baisses l'exigence de l'apprentissage, et là, justement, les recherches montrent que tu as un effet d'accroissement des inégalités. Et l'idée, c'est de dire, voilà, si je ne veux pas toucher aux objectifs d'apprentissage, à quoi je peux toucher? Je peux toucher à la tâche. Et juste ça, l'idée, c'est pour ça que nous, on a travaillé pendant 15 ans sur la recherche d'aide. C'est de dire que tous les étayages, tous les guidages, etc., il y a plein de variétés, mais c'est conçu à l'avance par le professeur. Et tu vois, nous, on disait, comment est-ce qu'on peut introduire des systèmes souples qui feraient qu'en direct, l'élève reçoit la quantité de guidage qui va lui permettre de réaliser la tâche sans faciliter la tâche a priori. Tu vois, donc mon équipe a travaillé pendant 15 ans là-dessus et on s'est planté. Tu vois, l'idée c'est de dire que cette souplesse-là, on n'y arrive pas. Et donc l'idée c'est bien dans la conception de la tâche au départ, tu vois, dans ton guidage a priori que tu dois calibrer la quantité d'aide que tu mets. Et est-ce que vous avez fait des travaux Dernière question. Est-ce que vous avez fait des travaux sur l'histoire de la charge extrinsèque, c'est ça? Ouais. Parce que ce qui se passe aussi, en particulier dans des classes en difficulté, c'est qu'on dit que pour motiver les élèves, on va aller chercher du décorum, des trucs, voilà. Et moi, je me dis toujours, c'est aussi ça une charge. Tout à fait. Tout à fait. Et ça a été bien montré par Richard Mayer là, sur ce qu'il appelait l'effet de l'information décorative. Et qui est absolument délétère sur les apprentissages. Alors, dernière question alors. Alors, moi, je suis enseignante en primaire en France. Et quand vous avez parlé justement du 6e effet, l'effet de disparition progressive du guidage, qui était un bon résumé des différents effets, ça m'avait pensé à la pédagogie explicite, où il parle de pratiques guidées qui devient de plus en plus autonome. Est-ce qu'on parle du coup de la même chose ? Alors, je vais essayer de répondre à deux niveaux. Je sais que parfois les gens qui se réclament de la pédagogie explicite nous utilisent comme référence. C'est-à-dire qu'ils utilisent nos travaux pour asseoir théoriquement, puisque la pédagogie explicite, ça donne des résultats qui parfois sont très bons, notamment dans des situations difficiles, mais trouver l'étayage du point de vue des processus cognitifs, ce n'est pas l'enjeu de la pédagogie explicite. Donc, j'ai vu dans plusieurs publications qu'ils utilisaient ça. Mais moi, ce que j'ai essayé de vous présenter, c'est justement l'idée que une façon d'enseigner qui marcherait, ce n'est pas la question. La question, c'est comment fournir des connaissances pour aider des enseignants à décider aujourd'hui, ici et maintenant, étant donné mon objectif, étant donné le temps que j'ai, étant donné les élèves que j'ai, etc., je vais concevoir une situation d'enseignement qui optimisera les ressources cognitives des élèves, enfin la sollicitation des ressources cognitives des élèves. Voilà, pour essayer de... Après, oui. Pour compléter, est-ce que vous avez testé expérimentalement un groupe d'enseignants formés avec cette approche pendant une année, par exemple à l'ESP, et puis un autre groupe où ce serait des entraînements plus directs, plus explicites, et du coup, à la fin, est-ce qu'il y a des effets court terme, long terme? Est-ce qu'il y a des preuves de cette affaire? Enfin, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait, ça. Et je viens de sortir un livre il y a une semaine qui s'appelle « Précis d'ingénierie pédagogique » et pour te dire la vérité, l'objectif initial de ce bouquin, c'était d'essayer de faire ce genre d'études, mais on n'a pas réussi en fait. On a réussi à le faire sur la démarche d'investigation, mais c'était une énorme ANR, enfin la logistique à mettre en œuvre pour ce genre de truc. Donc voilà, pour l'instant, on a même jamais
Alors je remercie. On peut t'applaudir évidemment. Non,